Infinity Wisdom of God. Introduction. Au fil de mes études en anthropologie, puis à travers plus de 40 années d'observation attentive des cultures et des sociétés humaines, une conviction s'est imposée à moi avec clarté. Le mariage entre un homme et une femme constitue le fondement de toute société durable. Chaque année, des millions de couples prononcent librement leur « oui » avec l'espérance légitime d'une vie heureuse et partagée. Aucun ne s'engage en souhaitant l'échec. Pourtant, la réalité des divorces, particulièrement en Occident, révèle une profonde contradiction entre les rêves du mariage et sa mise en œuvre concrète. Cette fracture ne naît pas d'un manque d'amour, mais d'un manque de préparation. Alors que l'on accepte volontiers l'idée de se former pour réussir sa carrière, on néglige encore trop souvent la nécessité d'apprendre à vivre à deux. La plupart des couples consacrent davantage de temps à organiser la célébration qu'à réfléchir à la vie conjugale qui commence une fois la fête terminée. Depuis plus de 30 ans, j'accompagne des hommes et des femmes confrontés aux réalités ordinaires du mariage. Responsabilité, ajustement, tension et renoncement. J'ai vu des unions fragilisées, mais aussi des couples persévérer et trouver, avec le temps, un véritable bonheur. Ce livre est né de cette expérience. Il invite chacun à se préparer avec sérieux, car un mariage épanoui ne se produit pas le jour de la cérémonie. Il se construit, pas à pas, bien après que la fête soit terminée. Chapitre 1. Le fait d'être amoureux ne suffit pas à l'époque. Je ne comprenais pas ce qui aurait dû être évident. Je n'avais jamais lu de livre sur le mariage, et j'étais loin de la réalité. Je savais seulement que j'éprouvais pour Caroline des sentiments intenses, différents de tout ce que j'avais ressenti pour d'autres filles. Lorsque nous nous embrassions, j'avais l'impression de m'envoler, et après une absence, je frissonnais à sa vue. Tout en elle me fascinait, son apparence, sa manière de parler, de marcher, et surtout ses yeux bruns. Je voulais tout faire pour lui prouver mon amour, même repeindre la maison de sa mère. Nous étions convaincus que nos bonnes intentions et nos sentiments suffiraient à nous rendre heureux pour la vie. Mais très vite, la réalité nous rattrapa. 6 mois après notre mariage, l'euphorie romantique laissa place à la douleur, à la colère et à la déception. Nous n'avions jamais imaginé ce scénario. Nous pensions que nos sentiments nous accompagneraient éternellement, mais l'amour, tel que nous le concevions alors, n'était pas une base solide pour la vie à deux. Depuis que je conseille des couples, j'ai compris que la plupart partagent cette même vision limitée de l'amour. Lors des premiers entretiens, presque tous répondent à la question « Pourquoi voulez-vous vous marier ?» par un simple « Parce que nous nous aimons ». Mais lorsqu'on leur demande de préciser, ils réalisent à peine ce que cela signifie réellement. Leur perception de l'amour ressemble à un piège. Le coup de foudre, intense et irrésistible, mais temporaire et émotionnel. C'est le picotement, la passion, l'obsession qui pousse à vouloir être ensemble, mais qui, à elle seule, ne suffit pas à construire un mariage durable. Ces émotions ont leur importance et sont la cerise sur le gâteau, mais elles ne constituent pas le gâteau lui-même. Les études montrent que cette phase passionnelle dure en moyenne 2 ans, après quoi les différences ignorées apparaissent, les conflits émergent, et l'amour seul ne peut plus soutenir l'union. Le mariage exige bien plus: compatibilité spirituelle, intellectuelle, morale, sociale et émotionnelle. Connaître l'autre profondément, réfléchir aux valeurs et aux objectifs communs, se préparer sérieusement, voilà ce qui permet de bâtir une relation durable et heureuse. Le sentiment amoureux est nécessaire, mais insuffisant. Il doit s'accompagner d'une réflexion, d'une préparation et d'un engagement conscient pour que l'union prospère au-delà de la passion initiale. Chapitre 2. Il y a 2 étapes dans l'amour. J'ai appris avec le temps que l'unicité de chaque être humain, pourtant évidente, prend une dimension particulière dans le mariage. Avant l'union, les différences de caractère sont souvent perçues comme une richesse. Après le mariage, elles deviennent parfois source d'incompréhension, de frustration et de conflits. Si j'avais compris plus tôt à quel point les tempéraments influencent la vie quotidienne d'un couple, j'aurais évité bien des tensions. Avant d'épouser Caroline, je m'imaginais des matins paisibles autour d'un petit déjeuner romantique. J'ai rapidement découvert
qu'elle n'était pas une personne du matin. De son côté, elle rêvait de longues soirées animées, alors que mon énergie s'éteignait dès la fin de la journée. Nous ignorions que ces différences entre gens du matin et gens du soir pouvaient avoir des répercussions profondes, jusque dans notre intimité. Avec le temps, nous avons compris qu'aucun de ces tempéraments n'était mauvais, mais qu'ils exigeaient respect, compréhension et compromis. Cette réalité s'applique à de nombreux domaines. J'ai souvent observé que les optimistes et les pessimistes s'attirent. L'un voit les opportunités, l'autre anticipe les risques. Pendant les fréquentations, l'amour masque ces divergences. Après le mariage, elles réapparaissent dans les décisions financières, les loisirs ou la prise de risque. Sans une volonté consciente d'acceptation mutuelle, ces différences deviennent rapidement source de reproches et de blessures. Les tempéraments se révèlent également dans le rapport à l'ordre. Certains ont besoin de structure et de propreté, tandis que d'autres tolèrent très bien le désordre. Avant le mariage, ces écarts sont minimisés. Après, ils deviennent un sujet récurrent de tension. Pourtant, ces traits sont visibles dès les fréquentations. Les ignorer revient à nourrir des attentes irréalistes. En parler permet de clarifier les responsabilités et de préserver l'harmonie. La communication est un autre point sensible. Certains éprouvent le besoin de parler abondamment, tandis que d'autres sont introvertis. Au début, ces différences semblent complémentaires. Avec le temps, le bavard peut se sentir incompris et l'introverti envahi. Comprendre que ni l'un ni l'autre n'agit par malveillance permet de maintenir l'équilibre relationnel. J'ai aussi constaté que les tempéraments dynamiques et flegmatiques, tout comme le raisonnement logique et l'intuition, ou encore l'organisation et la spontanéité, peuvent soit s'opposer, soit se compléter. Forcer son conjoint à changer est voué à l'échec. En revanche, apprendre à fonctionner en équipe transforme ces différences en force. Les différences de caractère ne disparaissent pas avec le temps. Les ignorer prépare des conflits futurs. Les reconnaître et les accepter avant le mariage pose les bases d'une relation réaliste, solide et durable. Comprendre le tempérament de l'autre, c'est choisir de bâtir un mariage fondé sur la sagesse plutôt que sur l'illusion. Chapitre 3. Telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Il est important de comprendre que la personne que vous vous apprêtez à épouser n'est pas destinée à devenir exactement comme ses parents. Pourtant, ce qui est certain, c'est que chacun de nous est fortement influencé par le modèle familial dans lequel il a grandi. Si un père est dominateur, grossier ou violent, il est probable que son fils reproduise un comportement similaire à l'âge adulte, et de même pour la fille et sa mère. Cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à répéter les erreurs de nos parents, mais il faut en prendre conscience et vouloir changer. Comprendre les racines de ces comportements, réfléchir à ses propres réactions face au stress et au conflit, et s'engager à adopter un comportement différent, voilà la clé pour briser ce cycle. Les fréquentations offrent un moment crucial pour observer ces influences familiales. Il est sage de passer du temps avec les parents de votre futur conjoint, d'analyser leur manière de communiquer, leur comportement et leur façon de résoudre les conflits. Par exemple, si la mère interrompt constamment son mari ou monopolise la conversation, il est probable que sa fille adopte le même schéma. De même, si un père ignore sa femme ou refuse de s'impliquer dans les tâches ménagères, son fils reproduira souvent ce comportement. Ce n'est pas une fatalité, mais un avertissement. Si rien n'est discuté ni travaillé avant le mariage, les traits de caractère et les habitudes de communication risquent de se répéter. Observer les parents permet également d'anticiper les attentes et les valeurs de votre partenaire. Les comportements positifs et les bons traits sont à encourager, mais les aspects négatifs doivent être abordés sérieusement. Parler ouvertement de ces observations avec votre futur conjoint est essentiel. Identifier ensemble ce qui peut être amélioré, réfléchir aux changements possibles et décider de la manière dont vous souhaitez agir. Ignorer ces réalités ne les fera pas disparaître après le mariage. Elles sont souvent amplifiées lorsque le couple vit sous le même toit. En résumé, telle mère, telle fille, tel père, tel fils n'est pas une fatalité, mais une réalité dont il faut tenir compte. Profitez de la période des fréquentations pour observer, discuter et mettre en place des stratégies afin de rompre avec les comportements destructeurs hérités des parents. Posez-vous les bonnes questions, analysez vos influences et celles de votre partenaire
et engagez-vous ensemble à construire une relation saine, consciente de ces héritages familiaux. Chapitre 4. Régler les désaccords. En évitant les disputes. Durant notre période de fréquentation, je n'aurais jamais imaginé que Caroline et moi pourrions connaître des divergences importantes. Nous semblions si compatibles, prêts à accepter nos idées respectives. Pourtant, dès notre voyage de noces et au début de notre mariage, des conflits ont surgi. Je ne comprenais pas son manque de logique, et elle ne comprenait pas ma rigueur. Personne ne nous avait expliqué que les désaccords sont normaux dans la vie à deux. Chaque individu a ses désirs, ses préférences et ses comportements uniques, ainsi que ses irritations et plaisirs. Nos différences, combinées à nos expériences passées et à nos valeurs, rendent inévitables certaines frictions. Par exemple, Caroline aimait regarder la télévision pour se détendre, alors que je considérais cela comme une perte de temps. Ces divergences, bien que mineures, se transformaient souvent en disputes répétées. Comme beaucoup de couples, nous pensions parfois avoir épousé la mauvaise personne. Mais avec le temps, nous avons compris que les conflits sont universels et qu'ils peuvent être constructifs lorsqu'ils sont gérés correctement. Ils ne signifient pas que le mariage est voué à l'échec, mais rappellent simplement que nous sommes deux êtres humains distincts. La première étape pour gérer les conflits consiste à les accepter comme partie intégrante de la vie conjugale. Il est essentiel d'écouter avant de parler. Dans une dispute, nous avons tendance à vouloir exprimer notre point de vue, mais sans écoute, la conversation dégénère. Une méthode efficace consiste à demander un temps d'écoute. Chacun exprime ses idées et ressentis, tandis que l'autre écoute attentivement, pose des questions pour clarifier et chercher à comprendre le raisonnement et les émotions de l'autre. Cette approche transforme le conflit en discussion constructive, permettant de se comprendre avant de chercher une solution. Une fois le dialogue établi, il existe plusieurs façons de résoudre un désaccord. La première est le compromis, où chacun renonce partiellement à ses désirs pour parvenir à un terrain d'entente. Par exemple, pour les vacances de Noël, nous avons choisi de passer 3 jours chez ma famille et 3 jours chez celle de Caroline, renonçant à un projet initial, mais satisfaisant chacun. La deuxième manière est de céder, c'est-à-dire de laisser l'autre décider dans certaines situations, par amour et par respect. Parfois, cela implique un sacrifice, mais il contribue à préserver l'harmonie. La troisième méthode consiste à en reparler plus tard, lorsqu'aucune solution immédiate n'est possible. Cela permet de prendre du recul et de revenir avec des idées plus claires. Enfin, certaines différences, comme la manière de remplir le lave-vaisselle ou les choix de divertissement, peuvent simplement être acceptées en mettant en place un système qui évite les conflits. Chacun fait à sa manière, à tour de rôle. L'essentiel est de rester sur le terrain de l'amour. Écouter, chercher à comprendre et travailler ensemble. Gérer les conflits de cette manière transforme les désaccords en opportunités de croissance, renforce la relation et apprend à travailler en équipe. Si j'avais connu ces principes avant de me marier, beaucoup de disputes inutiles auraient pu être évitées. Chapitre 5. Savoir s'excuser est une force. Pendant longtemps, j'ai cru que les vrais hommes ne s'excusaient pas. Cette conviction venait en partie des films de John Wayne, mais surtout de l'exemple de mon père. C'était un homme bon, respectueux, rarement colérique, mais lorsqu'il perdait son sang-froid et parlait durement à ma mère, à ma sœur ou à moi, jamais il ne demandait pardon. J'ai grandi avec cette même logique, ne jamais s'excuser. Avant mon mariage, je pensais même que je n'aurais jamais besoin de le faire, convaincu que l'amour suffisait à prévenir tout conflit. Une fois marié, j'ai découvert une réalité bien différente. J'ai vu émerger en moi des attitudes que je ne soupçonnais pas. Certaines idées de Caroline me semblaient illogiques, et je n'hésitais pas à le lui faire remarquer de manière blessante. Ses paroles provoquaient des disputes, suivies de longs silences. Puis, comme si rien ne s'était passé, je reprenais la conversation, persuadé que le temps effacerait les blessures. En réalité, je reproduisais simplement le comportement de mon père et rejetais la responsabilité sur ma femme. Nos débuts dans le mariage furent marqués par ces tensions non résolues. Un tournant s'est produit lorsque j'ai commencé mes études de théologie. J'y ai découvert combien la Bible insiste sur la confession et la repentance. Confesser,
c'est reconnaître ses fautes. Se repentir, c'est changer de direction. Le passage de 1er Jean m'a profondément interpellé, car j'avais effectivement refusé de reconnaître mes torts. Si confesser mes péchés à Dieu m'a apporté du soulagement, demander pardon à Caroline a été bien plus difficile. Peu à peu, pourtant, nous avons appris à nous excuser mutuellement et compris qu'aucun mariage équilibré ne peut survivre sans excuse ni pardon. Avec la conseillère conjugale Jennifer Thomas, j'ai ensuite étudié ce que nous avons appelé les 5 langages pour s'excuser. Le premier consiste à exprimer des regrets sincères en montrant que l'on comprend la douleur causée. Le deuxième est reconnaître clairement sa responsabilité. Le troisième est réparer le tort par une action concrète adaptée aux besoins de l'autre. Le quatrième langage exprime un réel désir de changement, prouvant que l'excuse n'est pas vide. Enfin, le cinquième consiste à demander explicitement pardon, ouvrant la porte à la réconciliation. J'ai appris que chacun possède un langage d'excuse dominant et que les excuses doivent être exprimées dans ce langage pour être pleinement reçues. En repensant à mon parcours, je réalise que comprendre plus tôt l'importance des excuses m'aurait évité bien des souffrances. Aujourd'hui, je sais qu'apprendre à s'excuser n'est pas un signe de faiblesse, mais l'un des fondements d'un amour mûr, respectueux et durable. Chapitre 6. Le pardon n'est pas un sentiment. Le pardon est la seule réponse appropriée lorsque quelqu'un nous présente ses excuses. Pourtant, avant le mariage, je pensais que pardonner était une démarche simple. Il suffisait de laisser partir la blessure pour que la relation soit restaurée. Une expérience vécue avec Caroline, avant notre mariage, semblait confirmer cette idée. Lorsqu'elle avait annulé une journée prévue ensemble pour aider une amie, j'avais été profondément blessé. Mais après qu'elle m'eut expliqué la situation et présenté ses excuses avec douceur, ma douleur s'était dissipée. L'amour était revenu aussitôt, et l'incident avait été complètement oublié. Pour moi, le pardon se résumait alors à cela: une blessure effacée, une relation rétablie. Cependant, après le mariage, j'ai découvert que le pardon pouvait être beaucoup plus complexe. Lors d'une violente dispute survenue quelques semaines seulement après nos noces, Caroline est sortie sous la pluie en claquant la porte. Bien que nous nous soyons excusés mutuellement le lendemain et que nous ayons prononcé les mots « je te pardonne », la blessure n'a pas disparu. Les souvenirs de cette scène revenaient régulièrement, ravivant la douleur et refroidissant la flamme de notre amour. J'ai alors compris que des paroles de pardon, aussi sincères soient-elles, ne suffisent pas toujours à guérir immédiatement le cœur. La Bible nous exhorte à nous pardonner les uns aux autres comme Dieu nous a pardonnés. Pourtant, le pardon est souvent mal compris. Il commence par la reconnaissance qu'un tort réel a été commis. Les simples contrariétés n'exigent pas de pardon, mais lorsqu'une parole ou un comportement blesse profondément, une barrière s'élève dans la relation. Cette barrière ne disparaît ni avec le temps, ni avec le silence, mais uniquement par des excuses sincères et un pardon véritable. Le pardon, tel que l'enseigne l'Écriture, n'est pas un sentiment, mais une décision. Il ne détruit pas les souvenirs. Se rappeler une blessure ne signifie pas que l'on n'a pas pardonné. Il n'efface pas non plus toutes les conséquences du mal commis. Certaines pertes demeurent réelles. De plus, le pardon ne restaure pas automatiquement la confiance, qui doit être reconstruite par un changement durable de comportement. Enfin, le pardon ne garantit pas toujours la réconciliation immédiate, car celle-ci demande du temps, de l'effort et parfois une aide extérieure. Malgré tout, le pardon reste le premier pas indispensable vers la guérison et la restauration des relations. Nous ne pouvons forcer personne à demander pardon, mais nous pouvons choisir de tendre la main, de renoncer au ressentiment et de confier notre blessure à Dieu. Le pardon ne supprime pas instantanément la souffrance, mais il ouvre la voie à la guérison. Sans excuses sincères et sans véritable pardon, il n'existe pas de vie de couple saine et durable. Apprendre à pardonner, c'est apprendre à aimer plus profondément. Chapitre 7. Les toilettes ne se nettoient pas tout seuls. Avant le mariage, je n'avais jamais réfléchi à une chose aussi simple que le nettoyage des toilettes. Chez mes parents, elles étaient toujours propres, mais je n'avais jamais vu qui s'en occupait. Ce n'est que quelques semaines après notre installation dans un appartement étudiant, fraîchement marié,
que j'ai découvert une réalité incontournable. Les toilettes ne se nettoient pas toutes seules. À ma grande surprise, Caroline s'attendait à ce que ce soit moi qui m'en charge, tandis que je pensais naturellement que cette tâche lui revenait. Cette situation, banale en apparence, illustre une vérité essentielle. Nous entrons dans le mariage avec des attentes implicites dont nous n'avons souvent jamais parlé. La question n'est pas réellement de savoir qui nettoiera les toilettes, mais de comprendre que le manque de clarté concernant la répartition des rôles conjugaux est une source majeure de conflits dans les premières années de mariage. Autrefois, les rôles étaient plus clairement définis. Aujourd'hui, avec le travail des deux conjoints et l'évolution des mentalités, ces repères ne vont plus de soi. Sans discussion préalable, les malentendus sont inévitables. Plusieurs facteurs influencent notre vision de ce que chacun devrait faire. Le premier est l'arrière-plan familial. Nous reproduisons souvent, sans nous en rendre compte, le modèle que nous avons vu chez nos parents. Ce qui semblait normal dans une famille peut paraître incompréhensible dans une autre. Ignorer cette influence est un signe d'immaturité. La reconnaître permet au contraire un dialogue honnête et constructif. Le deuxième facteur est notre conception de la masculinité et de la féminité, façonnée par notre éducation, nos études et nos convictions personnelles. Penser que l'amour suffira à effacer ces différences est une illusion dangereuse. Elles doivent être abordées avant le mariage, sous peine de miner l'unité du couple. Viennent ensuite les dons et compétences propres à chacun. Un couple fonctionne comme une équipe. Chacun n'a pas les mêmes capacités, mais tous œuvrent pour un objectif commun. Enfin, les préférences personnelles jouent aussi un rôle important. Certaines tâches sont plus faciles ou plus agréables pour l'un que pour l'autre. C'est pourquoi il est sage de discuter concrètement, avant le mariage, de la répartition des responsabilités domestiques. En clarifiant les attentes et en cherchant des accords réalistes, le couple se donne les moyens de commencer sa vie à deux dans l'harmonie plutôt que dans la frustration. Chapitre 8. Il faut établir un budget pour bien gérer notre argent. Lorsque Caroline et moi nous fréquentions, il ne nous est jamais venu à l'esprit de discuter de la gestion de notre budget une fois mariés. À vrai dire, nous n'avions pas d'argent. Étudiants tous les deux, nous vivions simplement, sans loyer réel à payer ni responsabilités financières importantes. Tant que l'argent manquait, nous n'avions pas de problème d'argent. Les difficultés ont commencé le jour où nous avons commencé à en gagner. Après plusieurs années de sacrifices liés à mes études, nous étions impatients de profiter enfin de notre revenu. Pourtant, nous n'avions jamais parlé de la manière dont nous souhaitions utiliser cet argent. Nos attentes étaient différentes, nos priorités aussi, et la question financière est rapidement devenue un sujet de tension. Avec le recul, je suis convaincu que bien des conflits auraient pu être évités si nous avions pris le temps d'y réfléchir avant le mariage. La première étape essentielle consiste à renoncer à l'idée de « mon argent » et de « ton argent » pour adopter celle de « notre argent ». Le mariage repose sur l'unité. Cela implique de partager non seulement les revenus, mais aussi les dettes, les économies et les décisions financières. Si cette unité fait peur, alors on n'est pas prêt pour le mariage. Ensuite, il est nécessaire de décider ensemble de ce que l'on fera de l'argent. Fondamentalement, il n'existe que 3 options: épargner, donner ou dépenser. Un équilibre simple et efficace consiste à consacrer une part à l'épargne, une autre à la générosité et le reste aux dépenses courantes. L'épargne permet d'anticiper les imprévus, de préparer l'avenir et d'éviter de recourir au crédit. Donner, quant à lui, nourrit la gratitude et rappelle que l'argent n'est pas une fin en soi. Les couples qui apprennent à donner découvrent souvent une joie plus profonde que celle procurée par la possession. Les dépenses quotidiennes doivent être pensées avec sagesse. Il est tentant de vouloir tout avoir immédiatement, mais vivre au-dessus de ses moyens est une source fréquente de stress et de conflits. Le crédit, en particulier, mérite une grande prudence. Acheter aujourd'hui ce que l'on ne peut pas encore se permettre conduit souvent à payer beaucoup plus cher demain. Apprendre à attendre est une discipline qui protège le couple. Un principe simple peut éviter bien des tensions. Ne jamais faire d'achats importants sans en parler d'abord à l'autre. Enfin, il est utile de décider qui tiendra les comptes, tout en veillant à ce que chacun reste informé de la situation financière du couple. Le mariage est une équipe,
et l'argent doit devenir un outil au service de l'unité, non une source de division. Chapitre 9. Le plaisir sexuel n'est pas forcément réciproque. Avant mon mariage, je n'aurais jamais imaginé que la sexualité deviendrait un domaine de tension dans ma vie conjugale. Caroline et moi étions attirés l'un par l'autre, à l'aise dans notre corps, convaincus que cela suffirait à garantir une harmonie parfaite. Pourtant, après le mariage, j'ai découvert une réalité à laquelle je n'étais absolument pas préparé. Ce qui procure du plaisir à l'un peut être difficile, voire douloureux, pour l'autre. Personne ne m'avait réellement appris que la sexualité masculine et la sexualité féminine fonctionnent différemment. Je pensais que ma femme ressentirait le désir et le plaisir de la même manière que moi. Or, nous ignorions presque tout l'un de l'autre. Avec le recul, je comprends mieux la sagesse biblique qui accorde une année entière aux jeunes mariés pour apprendre à se réjouir mutuellement. L'épanouissement sexuel s'apprend, il ne s'improvise pas. J'ai découvert que, pour l'homme, la sexualité est souvent centrée sur l'acte lui-même, tandis que, pour la femme, elle est profondément liée à la qualité de la relation. Des paroles blessantes, un manque d'attention ou d'affection peuvent éteindre tout désir. Pour beaucoup de femmes, l'intimité commence bien avant la chambre à coucher, dans les gestes quotidiens, les paroles valorisantes et les services rendus. Les préliminaires, le temps, la douceur et la sécurité émotionnelle jouent un rôle essentiel. J'ai aussi appris que l'orgasme n'a pas besoin d'être simultané pour que chacun trouve du plaisir, et que toute forme de contrainte transforme l'acte conjugal en abus, car l'amour véritable respecte toujours l'autre. Les relations sexuelles sont bien plus qu'un moment de plaisir. Elles créent un lien profond entre le corps, l'âme et l'esprit. Enfin, la communication sincère est indispensable. Parler, écouter, poser des questions avec respect permet au couple de grandir. Le passé sexuel, s'il n'est pas abordé avec honnêteté avant le mariage, finit presque toujours par refaire surface. Se préparer, dialoguer et apprendre ensemble sont les clés d'un véritable épanouissement sexuel dans le couple. Chapitre 10. J'épouse aussi une famille. Pendant longtemps, beaucoup de couples pensent qu'après le mariage, ils formeront une unité indépendante, à l'abri des influences extérieures. J'ai appris, au fil des années, que cette idée est une illusion. En épousant la personne que l'on aime, on épouse aussi sa famille. Qu'on le veuille ou non, la famille d'origine ne disparaît pas après la lune de miel. Elle continue d'exister, parfois discrètement, parfois de manière très présente, selon la culture, la distance et les habitudes relationnelles. Le mariage ouvre ainsi la porte à une famille élargie avec laquelle il faudra apprendre à vivre. Depuis des décennies, j'entends revenir les mêmes plaintes chez les couples que je conseille. Les belles-mères jugées envahissantes, les beaux-pères critiques, les frères et sœurs trop influents, ou encore les parents trop exigeants ou trop impliqués. Ces tensions sont loin d'être rares. Elles sont presque inévitables, car la famille élargie comprend bien plus que les seuls beaux-parents. Frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, oncles, tantes, cousins, parfois des enfants d'un premier mariage ou même un ex-conjoint. Que la relation soit bonne ou difficile, proche ou distante, elle fait partie intégrante de la vie du couple. La relation avec les beaux-parents est souvent la plus délicate, car elle est généralement la plus régulière. 5 domaines méritent une attention particulière. Le premier concerne les fêtes, notamment Noël. Chaque famille souhaite naturellement rassembler les siens, et lorsque les distances sont grandes, il devient nécessaire d'anticiper, d'alterner et de faire des compromis pour éviter frustration et blessures. Le deuxième domaine touche aux traditions familiales. Certaines pratiques, même si elles semblent insignifiantes à l'un, peuvent avoir une valeur affective profonde pour l'autre. Les ignorer ou les mépriser peut créer des tensions durables. Il est donc essentiel d'en parler ouvertement et avec respect. Troisièmement, les attentes des beaux-parents, qu'elles soient financières, sociales ou religieuses, doivent être clarifiées. Les découvrir après le mariage peut provoquer malaise et conflits inutiles. Le quatrième domaine concerne les comportements difficiles, critiques constantes, dépendance, manie ou attitudes envahissantes. Face à ces situations, l'écoute empathique est indispensable pour éviter les réactions excessives. Enfin,
les différences de convictions religieuses peuvent devenir une source de pression importante. Là encore, le respect mutuel et une communication claire sont essentiels. J'ai appris que la clé de toutes ces relations réside dans l'écoute empathique et la recherche d'accords. Comprendre avant de répondre, exprimer son point de vue avec le « je », poser des questions plutôt que des exigences, et apprendre le langage d'amour des beaux-parents transforme profondément le climat relationnel. Bien préparées, ces relations peuvent devenir non pas un fardeau, mais une véritable source de croissance et d'enrichissement pour le couple. Chapitre 11. La vie chrétienne ne se résume pas à aller à l'église. 9 mois après leur mariage, Jill et Matt sont venus me consulter, profondément troublés par un désaccord qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Jill était blessée et désemparée. Matt refusait désormais de l'accompagner à l'église, affirmant qu'il se sentait plus proche de Dieu sur un terrain de golf que lors d'un culte dominical. Avant leur mariage, pourtant, il l'accompagnait fidèlement chaque dimanche, participait aux discussions spirituelles et se présentait comme chrétien. Aujourd'hui, Jill se sentait jugée, incomprise, et commençait même à remettre en question leur union. Ce conflit révélait une divergence spirituelle profonde. Jill avait grandi dans l'Église et considérait la participation au culte comme un fondement essentiel de la vie chrétienne. Matt, de son côté, n'avait pas ce même héritage. Sa foi s'était construite plus tard, dans un cadre universitaire, et ne s'exprimait pas à travers une pratique ecclésiale régulière. Pour lui, la routine des cultes manquait de profondeur et de pertinence. Il ne comprenait pas pourquoi cette question était si cruciale pour sa femme. Au fil des années, j'ai constaté que ce type de situation est loin d'être isolé. Trop souvent, les couples abordent la question des convictions religieuses en dernier, voire ne l'abordent jamais durant les fréquentations. Pourtant, l'anthropologie nous montre que l'être humain est, par nature, profondément religieux. Toutes les cultures ont développé des croyances sur le monde invisible, et ces croyances influencent fortement la manière de vivre, de penser et de prendre des décisions. C'est pourquoi les convictions spirituelles devraient être l'un des premiers sujets de discussion avant le mariage. Il est essentiel de se demander si l'on partage une vision commune de Dieu, de la foi, de l'Écriture et de la vie chrétienne. La Bible elle-même met en garde contre les unions spirituellement déséquilibrées, car les divergences dans ce domaine peuvent engendrer des conflits conjugaux majeurs. Il ne suffit pas de se dire chrétien. Il existe une grande différence entre une foi purement culturelle et une foi vécue comme une relation personnelle avec Dieu. Certains se contentent d'une pratique occasionnelle, tandis que d'autres placent Christ au centre de toute leur existence. Connaître le niveau d'engagement spirituel de la personne que l'on fréquente est donc indispensable. Dans le cas de Jill et Matt, le dialogue, l'écoute mutuelle et la recherche sincère d'un terrain d'entente ont permis une réconciliation spirituelle. Matt a accepté de revoir ses priorités, Jill a fait preuve d'ouverture, et ensemble, ils ont trouvé une église qui leur convenait à tous deux. Leur unité spirituelle, retrouvée avant la naissance de leur enfant, est devenue une source de stabilité et de joie pour leur foyer. Ce chapitre rappelle avec force que l'amour, à lui seul, ne suffit pas à bâtir un mariage solide. Sans une base spirituelle commune, les différences les plus profondes finissent toujours par ressurgir. Chapitre 12. Les tempéraments influent sur les comportements. C'est à l'aéroport de Chicago que j'ai été interpellé par une question aussi simple que profonde. John, une jeune femme qui allait rejoindre son fiancé pour le week-end, m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Lorsque je lui ai expliqué que j'animais des séminaires sur le mariage afin d'aider les couples à améliorer leurs relations, elle m'a regardé avec étonnement et m'a posé cette question. Si on s'aime, cela ne suffit pas ? Cette interrogation m'a rappelé ce que Caroline et moi pensions avant notre mariage. Nous étions convaincus que l'amour, dans toute son intensité et son euphorie, suffisait à garantir un bonheur conjugal durable. Je lui ai alors expliqué que l'amour se vit en 2 grandes étapes. La première est celle de l'amour romantique. C'est une période d'euphorie où tout semble facile et naturel. Les gestes d'attention, la gentillesse et les sacrifices se font sans effort. On est prêt à parcourir des kilomètres, à prendre l'avion pour quelques heures ensemble, convaincu que l'autre est parfait. Cette phase est précieuse,
mais elles ne durent généralement pas plus de 2 ans. Et c'est une bonne chose, car vivre indéfiniment dans cet état rendrait difficile toute concentration sur les études, la carrière ou les responsabilités de la vie. La seconde étape de l'amour est beaucoup plus exigeante. Elle commence lorsque l'euphorie s'estompe et que les différences, jusque-là ignorées, deviennent évidentes. Avant mon mariage, je pensais que mes sentiments pour Caroline resteraient inchangés. Lorsque cette phase est arrivée, je me suis senti déconcerté. Ce moment est pourtant crucial. Il permet de transformer l'amour romantique en un amour mûr et durable, à condition de comprendre la dynamique de la relation et d'accepter d'y travailler volontairement. Au fil de mon expérience de conseiller conjugal, j'ai constaté que de nombreux couples souffrent non pas d'un manque d'amour, mais d'un problème de communication affective. Les conjoints ne parlent pas toujours le même langage d'amour. L'un exprime son amour par des actions concrètes, tandis que l'autre attend des paroles ou du temps partagé. Ces malentendus créent frustration et incompréhension, même lorsque l'amour est sincère. C'est ainsi que j'ai identifié 5 langages de l'amour. Les paroles valorisantes, les services rendus, les cadeaux, les moments de qualité et le toucher physique. Chacun de nous a un langage principal, celui qui le touche le plus profondément. Découvrir le sien et celui de son conjoint demande observation et réflexion. Apprendre à parler le langage de l'autre, même s'il n'est pas naturel, est possible et transforme profondément la relation. Dans mon mariage, Caroline et moi avons appris à le faire, et notre amour est aujourd'hui plus profond et plus solide qu'à l'époque de l'euphorie initiale.